Ben, bonjour Isaac, ravi de te recevoir. Bonjour Marc, vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Sup- vous entendez l'accent, c'est un compatriote suisse et on reviendra dessus, de toute façon, hein, mais alors moi j'ai perdu, l'accent, hein, mais donc en fait, je suis très content. Alors bon, parce que tu es en Suisse évidemment, et puis, tu as un parcours, intéressant et puis une manière de travailler intéressante également. Eh ben, du coup, je vais te demander, sans autre formalité, de te présenter. Mais qui es-tu, Isaac? Très bien, merci en tout cas. Alors moi je m'appelle Isaac Caristil, donc vraiment un plaisir d'être ici avec vous, de pouvoir partager un petit peu. Donc voilà, donc c'est originaire du Caraïbe, donc la République dominicaine où j'ai grandi. Et puis donc très très jeune, on va dire vers l'âge de 19 ans, je suis arrivé en Suisse. Donc là, ça fait déjà bientôt 16-17 ans et c'est toujours un plaisir. Là, non? Pardon? Ça fait un choc thermique, non? Effectivement, alors un choc quand même, mais il faut quand même dire qu'avant de venir, j'étais déjà dans la communauté des expatriés franco-suisses. Donc, du coup, ça me facilite énormément la tâche, à savoir que j'ai déjà goûté de la fondue, la raclette, et la saucisse, voilà, donc pas mal de choses. Et déjà, donc j'étais quand même assez bien intégré avant même d'y arriver. Donc, déjà au niveau de la langue, j'étais aussi familiarisé aussi un petit peu, j'avais les bases et puis, c'est vrai que c'était une idée quand même folle. Donc j'étais dans la communauté franco-suisse et puis, d'un coup, un retraité avec qui je collaborais comme interprète, et puis assistant informatique, donc j'étais toujours, très proche, de la technologie et puis elle m'a regardé, il m'a dit: «Je te vois, dans une autre école, en Suisse, notamment à l'EPFL, dans le canton de Vaud» et Ah puis c'est oui. comme ça l'idée est né, est arrivé. Bah, moi, j'étais sur Google, j'ai regardé, j'ai envoyé mon dossier. Une famille d'accueil m'a dit à Fribourg qu'il y avait pas de souci, qu'on pouvait vraiment m'accueillir. Et puis, donc à savoir, donc rapidement les choses se sont mises en place et c'est donc comme ça je suis arrivé. J'ai commencé donc à me former donc directement dans le domaine de l'informatique. Après j'ai dû faire quelques adaptations, par rapport à les niveaux de formation. Il y avait un certain décalage évidemment par rapport où j'avais commencé mes études, notamment. Et donc voilà, donc j'ai pu donc faire ma formation en informatique et puis ensuite j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans plusieurs agences de communication. J'ai pu donc, travailler aussi dans le milieu bancaire à Genève et jusqu'à arriver au point, finalement de me mettre, à mon compte aujourd'hui. Donc voilà pour la petite, présentation. Ah bah, là, à Genève, il doit y avoir la moitié des informaticiens qui travaillent dans le domaine bancaire, hein. Effectivement, alors c'est vraiment le canton absorbe, des du personnel un petit peu de partout en fait, de ouais, ouais, dans le domaine, informatique, il y en a beaucoup. Et du coup, après ce parcours, comment assez méritant, je sais pas quel mot mettre, mais parce que débarquer comme ça dans un pays, et t'en es arrivé à monter ton entreprise aujourd'hui, c'est ça? Effectivement, ouais, c'est il y a un côté aventure, je te cache pas qu'au départ, quand je devrais quitter l'île, donc j'ai ma marraine qui est suissesse, qui a justement une fondation qui aide justement, des enfants défavorisés, et puis, donc j'étais aussi, son soutien déjà à niveau technique, et puis, voilà, donc elle-même, elle m'avait dit: «Bon ici tu peux faire des études, on peut t'appuyer» et je lui ai clairement répondu que voilà, je voulais quand même vivre cette aventure, voir autre chose. Elle m'avait donc prévenu qu'il allait y avoir un énorme décalage. Elle avait entièrement raison dans tous les sens du terme. Mais je pense qu'à 19 ans, 20 ans, c'était une bonne décision, vraiment, d'avoir pris cette décision pour pouvoir découvrir et l'idée de créer quelque chose, ce n'est même pas, j'avais jamais pensé vraiment à ça. Je me souviens encore, en 2017, pendant que j'étais, dans mon premier emploi, je travaillais dans une agence et c'était une mission de courte durée et à la fin, le responsable avait pris le temps de m'expliquer son parcours, comment il avait, lancé son activité et à la fin, il me dit: «Toi aussi tu peux» et je suis arrivé chez moi ce jour-là, je me suis dit: «Il se moque de moi». Lui, il est du pays, il a fait toutes ses études ici, il a son cadre, son père était déjà un entrepreneur et il me dit que moi aussi je pourrais lancer une agence de com.
ou travailler de manière indépendante. Et effectivement, 4 ans plus tard, 3-4 ans plus tard, je lui ai fait un message pour lui dire merci, que grâce à lui, j'ai lancé mon activité. Donc c'était effectivement un peu c'était magique. Ouais, des fois, on a besoin d'une personne qui croit en nous, quoi, hein, parce que nous-mêmes, on croit pas forcément en nous, quoi, hein. Effectivement, c'est vrai que des fois, il y a la croyance, mais il y a aussi un niveau de vision. Finalement, bah, le grand rêve était déjà de pouvoir être accepté dans une structure professionnelle, dans une entreprise, notamment dans mon cas. J'ai pu justement rentrer dans plusieurs structures. Je vais faire un stage chez Nestlé. Je suis retourné notamment aussi à l'EPFL pour en tant que stagiaire en informatique, pour accompagner les doctorants et les professeurs. Et puis, mais s'imaginer vraiment ce monde obscur de se lancer, créer quelque chose, ça paraît tellement abstrait, tellement énorme qu'on n'y pense pas. Et finalement, aujourd'hui, bah, je suis dans ce milieu-là et je suis très, très content. Ben, en tout cas, c'est un sacré parcours et vous proposez quoi, dans parce que t'es pas tout seul maintenant, vous proposez quoi comme service à vos clients? Effectivement, aujourd'hui, le service principal, on vulgarise ce service en disant le simplement site internet. Ça a été un petit peu, compliqué. C'est vrai que le site internet aujourd'hui, ou déjà depuis, pratiquement une décennie, un site internet n'a plus de secret. On va dire que pratiquement, toute personne avec un minimum de base en informatique peut faire son site. Alors comment des personnes passionnées avec des formations en informatique se lancent aussi dans la création? Alors finalement, en fait, dans le fond, il y avait plutôt, cette idée d'apporter des solutions, notamment de la digitalisation des processus métiers. Mais lancer une activité, en parlant avec ce jargon, aborder les gens comme ça, on trouvait que c'était pas si simple. Donc au départ, le projet à la fin de mes études en 2017, j'ai eu vraiment l'idée de créer, le projet, de start-up. J'ai pris un voisin graphiste et passionné d'informatique, je lui ai parlé du projet, il s'est tout de suite intéressé, donc il m'a rejoint. Je parlais avec un ancien camarade de classe, il m'a dit: «Bon, je travaille, j'ai mon activité à côté, mais si tu montes quelque chose, je te soutiens». Donc tout de suite, j'étais Mmh. encadré par 2 personnes qui étaient vraiment là, avec moi jusqu'aujourd'hui, qui sont encore là pour me soutenir. Donc tout de suite, on est parti. Après, c'était en pleine pandémie. L'idée, c'était d'accompagner des commerçants justement qui n'avaient pas du tout de présence en ligne. Donc vraiment de faire, des sites internet et puis on a commencé par là ça. D'accord, donc la 1re, brique de ton business, c'est, faire des sites internet, c'est ça? Faire des sites internet et en faisant les sites internet, l'idée en fait notre idée c'était justement gagner, en confiance et découvrir justement d'autres problématiques, notamment dans la numérisation, d'autres problèmes techniques, que d'autres besoins que les clients pourraient notamment, en avoir. On voit souvent le cas, le site internet est une porte d'entrée, après la personne, on va dire, a des formulaires ou des choses, la personne reçoit des données qu'il doit faire copier-coller pour le mettre dans un autre outil. Après on connaît la suite et l'idée, c'était justement, à travers le site internet, nous permet d'avoir un premier contact et pour pouvoir, justement, faire un travail déjà dans un premier temps de conseil et accompagner nos clients. Donc aujourd'hui, donc il y a les sites internet de base vitrine, mais maintenant on est passé au niveau de plateformes, quand même, plus solides où vraiment, on gère des plateformes soit e-commerce, des plateformes de type, CRM en interne développées sur mesure. On a, des cas où on gère, bah, des plateformes pour tout ce qui est réservation d'hôtels et donc quand même, c'est un projet, qui va au-delà d'un simple site vitrine et puis, bah, rajoute les autres, piliers donc de la communication, du marketing, donc le SEO, la publicité, en ligne et puis, donc voilà, c'est un petit peu dans ces axes-là, tout en rajoutant effectivement la partie donc design, le graphisme. Petit à petit, on a dû quand même élargir nos palettes par simplement les demandes de clients et même une sorte de sensibilisation à proposer plus de services. Certains clients nous ont clairement demandé: «Nous, on a besoin un seul interlocuteur». Avoir une personne pour le site, une autre personne pour site, donc on nous a fait clairement, sensibiliser à faire, cette démarche-là. D'accord, d'accord, ouais, ouais, ouais.
Et finalement, ce que vous construisez, c'est des petit à petit, c'est des briques, heu, qui qui vont couvrir tout un ensemble de l'activité professionnelle d'une entreprise, quoi, hein? Que ce soit un Absolument, commerce, un hôtel, de ce que j'ai si j'ai bien entendu, tout à fait. vous Donc allez au devenir en de haut doux, hein? Il faut qu'ils alors, est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter sur votre activité actuelle ou, sur avant que notre activité je actuelle, non, c'est bon, c'est je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant. D'accord. Moi, j'avais une question parce que j'aime parler process, hein, organisation et j'entends que derrière ce que tu fais, il y a ça également. Et en fait, comment ça se passe en termes de méthodologie quand un client arrive vers toi? J'imagine qu'il y a un peu des grandes étapes du parcours client. Est-ce que tu saurais nous le décrire? Tout à fait. Alors ça, c'était vraiment une étape pour nous qui est vraiment cruciale, ce process d'accompagnement. Alors, la personne qui nous appelle, «Bonjour, un site internet, combien ça coûte?» Ces genres d'approche justement, on rentre pas des fois tout de suite, dans ce jeu-là. Notamment, on est très sensibilisé à comprendre vraiment le contexte et surtout le besoin. Les objectifs clairs. Parce que à partir de là, on peut faire vraiment un travail de conseil aux clients. Donc nous, on commence toujours par cette partie-là, la compréhension vraiment, du besoin, du contexte du client, faire un travail de conseil, s'inspirer un petit peu ce qui se fait dans son domaine, se mettre vraiment au maximum à sa place et à partir de là, on va donc très souvent l'accompagner à mettre en place un cahier de charges, valider pour ensuite passer sur des phases, notamment en ce qui concerne le site internet, la partie de marketage, proposer une maquette faite par un autre UX designer et puis pour ensuite après validation, donc passer à l'étape, de l'implémentation. Donc de l'implémentation. Je trouve ça très important. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup et moi j'ai travaillé avec des pays en Asie où la culture est très contractuelle. Il y a un client qui arrive, dit: «Voilà, je veux ça» et l'entreprise va faire ça. Même si c'est, complètement inadapté, voire même complètement idiot. On m'a demandé de faire ça, je fais ça et dans nos cultures, il y a ce devoir de conseil où, et moi qui suis en France, c'est même dans la loi où, le quand on vient te voir, tu dois conseiller ton client, c'est peut-être pas la bonne approche et je trouve très important effectivement ce que j'insiste beaucoup sur ce que tu dis parce que je l'ai vécu ou faire l'analyse du besoin en amont, parce que le client en général, c'est des gens intelligents, ils ont réfléchi et il dit: «Voilà, je veux telle solution». Mais si on creuse, la solution sera peut-être différente quoi, ou plus globale ou abordée différemment quoi. Tout à fait, oui. Pour nous, vraiment, il est vraiment, important de faire vraiment, ce travail et très souvent, à la fin, le client vraiment va ressentir, le fait que, qu'on s'est intéressé à son activité, de comprendre vraiment ce qu'il fait et surtout, dans son propre cahier de charges, on l'amène à avoir d'autres points de vue ou de rajouter d'autres éléments auxquels, le client, préalablement n'avait pas, forcément, pensé. Sans dévoiler des secrets d'affaires, mais est-ce que tu aurais, alors on l'a pas préparé, je te prends de court, hein, mais est-ce que tu aurais des exemples où effectivement le fait d'avoir fait ce travail d'analyse avant de contractualiser, ça t'a amené à travailler différemment? Alors quel exemple? C'est vrai que régulièrement, très souvent quand un client arrive à un projet, on a souvent quelque chose à rajouter. Notamment, il y a très peu de temps, on a un client qui a déjà quand même une grosse plateforme. Et puis, plateforme très reconnue, qui est dans un domaine, on va dire, sensible. Donc, on est engagé avec un contrat, 24/24 pratiquement, on doit pouvoir répondre afin que, tout se passe bien. Et le client, du coup, avait un deuxième mini projet, un sorte de mini site internet, pas directement,
un lien, mais en tout cas, il y avait un lien, mais pas très, très, très fort et l'idée, c'était le client hésitait à rajouter soit une page supplémentaire, ou bien faire vraiment, ou bien faire un mini site et nous, alors clairement, on avait clairement conseillé qu'il fallait vraiment, séparer les choses par le fait qu'il y avait quand même 2 identités visuelles et donc autrement, bah, ça allait, créer un sorte de mélange et les utilisateurs allaient se perdre sur sa plateforme et aujourd'hui, bah, finalement, ce projet a évolué donc l'idée initiale que le client avait, ils ont rajouté d'autres choses et heureusement qu'on avait pris cette décision de créer vraiment une mini plateforme à côté parce qu'aujourd'hui, on a plus de liberté et puis, on a quand même gardé le lien entre les 2 plateformes. Donc ça, c'est une idée qui me vient comme ça en tête, assez, basique, mais, pour dire, des fois, bah, le client arrive avec son besoin métier et finalement, c'est nous, qu'on a vraiment, la partie, technique pour faire un conseil et ainsi, pouvoir avancer. D'accord, ouais, ouais, ouais. Et une fois qu'on a passé cette étape, de discussion, d'analyse, heu, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la mise en œuvre, c'est ça? Exactement, donc voilà, une fois, on a terminé dans le cadre d'un site internet, la maquette, on commence vraiment la phase, d'implémentation. Donc justement le développement, il y a très souvent des choix, quelle technologie, à utiliser. On travaille, beaucoup, suivant la nature du projet avec, WordPress, qu'on peut travailler sur 2 façons, normalement avec, en faisant des templates personnalisés. Donc nous-mêmes, on va coder. Suivant le contexte, on peut utiliser aussi des templates déjà préfaites ou un page builder, notamment comme Elementor. Mais, on peut aller donc plus loin en utilisant des outils comme, plus qui demandent, pour, par exemple, le développement des plateformes un peu plus solides et qui demandent des fonctionnalités techniques beaucoup plus avancées, vraiment 100% personnalisées avec Laravel React. Donc, on va développer et pendant le développement, bah, tenir au courant, le client, avoir un accès pour pouvoir, de temps en temps, montrer un petit peu les avancées avec Mmh. une méthode plutôt, on va dire, agile. On avance par module et puis, pour pouvoir avoir des validations au fur et à mesure et pas forcément attendre d'arriver tout à la fin pour se rendre compte qu'il y avait des choses, qui ne correspondaient pas. Vous avez des sprints, c'est ça? Ou c'est pas aussi formalisé? Disons, c'est au cas par cas, suivant la nature du projet. Par exemple, lorsqu'on a un projet, on va dire, une plateforme qui est quand même assez considérable, on va mettre en place un système justement de sprint et puis pour des projets un peu plus basiques, on va peut-être faire un calendrier de séances, de dire: «Bah, le projet, il est sur 6 semaines, chaque 2 semaines, il y a une rencontre qui est prévue pour, pour évaluer l'avancement». Ouais, c'est déjà assez fréquent, puis eux, ça leur montre que ça avance. Tu as pas l'effet tunnel et puis ça permet de faire les remarques, avant que qui fait parce que si on le fait à la fin, faut casser ce qu'on a fait au début, quoi, hein. Exactement. Oui. Ouais et comment une fois que vous avez fait cette phase, qu'est-ce qui se passe ensuite, hein? Ensuite, évidemment, viennent la phase, justement de test, la phase, où vraiment, Tout le monde adore là. exactement. Donc, il faut vraiment donc on va mettre en place différents tests, différents, dispositifs, différents navigateurs pour s'assurer que tout est en ordre, même si en amont, pendant le développement, au fur et à mesure, certaines choses ont été justement déjà testées, mais voilà, vers la fin, testées et aussi une partie très importante, c'est la formation. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on développe une plateforme, les clients aiment avoir aussi un minimum d'autonomie, notamment pour tout ce qui est l'édition, la mise à jour de contenu. Donc, on va former quelqu'un dans l'équipe, soit la secrétaire ou quelqu'un vraiment et surtout avec une documentation aussi, à la main et puis, ensuite on va mettre en place ce qu'on appelle un accompagnement à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, développer un site internet, n'est pas, suffisant. C'est déjà un bon début, mais si on veut être correct, notamment au point de vue SEO, donc on doit pouvoir, mettre en place une stratégie
notamment, si on rajoute un blog sur le site, de dire un calendrier éditorial, comment on va faire évoluer, alimenter, aller observer est-ce que les robots Google vraiment indexent les différentes pages. La plateforme aussi, elle mérite, sa maintenance technique, sur la durée, dans l'hébergement et tout ça. Donc mettre en place un contrat aussi d'accompagnement annuel technique, pour les clients. Donc vraiment, il y a toute, une phase en fait de continuité afin de s'assurer que la plateforme, le site internet, heu, avec le temps, continue quand même à rester à jour, évoluer et puis que que tout continue, à fonctionner. D'accord, d'accord. Et le ça veut dire que vous avez des compétences SEO? Parce que SEO, c'est de la technique, mais il y a aussi du rédactionnel, se faire référencer et cetera. Vous avez des compétences en interne sur le SEO, c'est ça? Exactement, nous avons des compétences internes et des compétences externes. C'est vrai que comme tu viens de le dire aujourd'hui, bah, le SEO, c'est un sujet qui est finalement, certains en parlent que la partie rédactionnelle, d'autres, en tout cas très peu, on parle de la technique. Nous, on aime bien dire que, vraiment, indépendamment de tout, la technique reste quand même le pilier fondamental, c'est-à-dire, on peut avoir le meilleur texte du monde, les meilleures optimisations. Si le site internet n'est pas sécurisé, mis à jour, optimisé, notamment sa vitesse, de chargement, c'est clair que, là, on a envie de dire, on n'a même pas le ticket d'entrée, auprès de Google. Donc, voilà, il y a ces 2 expertises à séparer, donc la partie technique et la partie purement stratégie, de contenu. D'accord, Donc oui, oui. Ouais, ouais, oui et puis sur les sites e-commerce ou tu parlais d'hôtels pour les réservations, la rapidité de la réponse du site, c'est très important, quoi. Tu voulais rajouter quelque chose? J'ai l'impression que je t'ai coupé. non, non, on peut on a toujours quelque chose de plus à dire, mais Mais je on t'en va prie, on va vas-y. aller étape par étape. D'accord. OK, donc là, on a terminé, la phase de développement. On est passé par le test, alors ce que tout le monde déteste, hein, Oui, parce que c'est vraiment le truc ennuyeux, et qui exactement. pourtant est crucial, quoi. Là, c'est l'assurance qualité, hein, du projet. Absolument. Alors, c'est exactement comme tu dis, c'est pas, la chose que, bah, les techniciens apprécient le plus. Nous, la stratégie qu'on met en place, la personne qui développe, qui implémente n'est pas la même qui va tester. Donc Ça, comme ça c'est vraiment heu, et puis donc on peut des fois inverser, une personne qui a développé, va tester, le travail de quelqu'un d'autre et vice versa. Pour dynamiser un peu, le rendre un peu plus ludique, parce que c'est toujours plus agréable qu'on est en train de découvrir ce que quelqu'un d'autre a fait et puis on est plus susceptible à trouver justement des petites choses étant donné que la personne qui avait implémenté avait été vraiment a vu le projet évoluer pendant plusieurs jours et semaines et mois, donc il arrive même plus vraiment à voir certains détails. ouais, puis quand on est le développeur, en général, on va avoir du mal. C'est comme quand on écrit un texte, on a du mal à voir nos propres fautes d'orthographe. Alors que quand on regarde le texte de quelqu'un, parce qu'on l'a écrit, on est dedans, donc ça nous paraît tout normal. Et quand quelqu'un regarde, il va voir tout de suite et sur les tests, on voit un peu les mêmes choses, quoi. Oui, Et moi j'ai vu aussi sur les tests quelque chose d'important, c'est les tests se mettre à la place de l'utilisateur. Et des fois c'est l'équipe CS qui fait ça, ou des équipes métiers. oui, Parce que ce que j'ai vu sur des grands projets, les utilisateurs, comment on prévoit le site ou l'application, pour un certain usage, et les gens en font autre chose. Et il y a toujours des cas de figure qu'on n'avait même pas imaginé dans les tests. tout à fait. Une fois qu'on a fait les tests, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait les tests, il y a très souvent des petites améliorations à faire. Il y a les tests de nos côtés, il y a les tests aussi du côté client. Ils arrivent des fois, il y a, même des petits changements d'avis, le client avait demandé quelque chose et maintenant, voyant la réalité, voudrait ajuster, adapter.
Donc voilà, donc une fois qu'on a pu donc faire ça, le projet est en ligne, le client reçoit sa documentation, le client est formé pour pouvoir effectuer des mises à jour, de base. Donc à partir de là, nous maintenons donc très souvent, il y a un contrat pour la suite pour la maintenance. Donc nous, chaque année, donc on va, intervenir d'ailleurs plusieurs fois même par année, dans le cadre de ce contrat pour assurer le bon fonctionnement, s'assurer que tout se passe bien avec, l'hébergement, les différentes versions, des outils, techniques. Et puis, à partir de là, on reste quand même, le point de contact dans le cadre d'évolution, du projet pour toute autre demande, en lien. D'accord. Est-ce qu'il y a une phase de suivi une fois que ça a été mis en production, Alors une fois que le projet, est mis en production, après d'avoir effectué les tests, évidemment, on reste toujours en contact, à disposition, mais tout va dépendre vraiment de la dimension vraiment, du projet. Pour un site vitrine de taille, on va dire, moyenne, donc ça va, finalement, on peut se peut d'arriver d'avoir quelques retours. Des fois même, des visiteurs de l'entourage, de l'entreprise, du site internet qui va faire un retour. On reçoit des demandes, on peut toujours les traiter. Donc ouais, on reste toujours, le point de contact, pour, justement pour assurer que le projet, est bien, en ligne et que tout va bien. D'accord, ben, merci beaucoup. Est-ce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour, du cycle du client entre le moment où il arrive, il vient avec son besoin et le moment où c'est livré. Est-ce Oui. qu'on a fait à peu près le tour? Effectivement, oui, il me semble que oui. D'accord, d'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que qu'on n'a pas abordées et que tu penses qu'il serait importantes à rajouter? Alors à rajouter, alors dans le cadre de notre activité aujourd'hui, depuis la pandémie, on a aussi instauré, une sorte de collaboration, de l'accompagnement des jeunes en formation, reconversion et réinsertion. Ah oui, j'étais en train d'oublier dans notre préparation, on avait parlé ça. Je trouve effectivement, c'est quelque chose, moi, qui m'avait marqué, et je trouve intéressant par rapport à ton parcours initial que finalement maintenant c'est toi qui te trouves, dans la position du grand et que c'est toi qui accompagne des personnes et c'est même tellement officiel que l'administration vient vers toi pour que tu accompagnes des gens, quoi. C'est tout à fait ça. Alors déjà, comme je disais au début, je m'attendais pas à me retrouver à créer une activité, à être à mon compte. Le grand rêve, c'était de toujours rentrer et rejoindre une grande structure. 2 ans après d'avoir lancé notre activité en télétravail, en petite structure, j'arrive dans une séance de réseautage et une personne, me dit: «Écoutez, il y a ma femme qui vient de terminer une formation dans le digital. Par contre, elle n'a pas du tout d'expérience et c'est exactement ce que tu fais dans ton domaine. Est-ce que tu pourrais l'accueillir?» Bah, je lui dis: «On est en télétravail, petite structure, je pense pas que ça va le faire». Il me dit: «Ouais, quand même, il faut essayer». Donc on a essayé et 3 mois de stage avec cette personne et tout s'est bien passé. Et puis, en fait, on s'est regardé entre nous, on s'est dit: «Ben, en fait, mis à part d'aider des clients, aussi on peut apporter aussi à une autre population qu'on s'attendait pas du tout et de nous voir faire un certificat de stage que la personne a après intégré dans son dossier pour continuer, son chemin de réinsertion sur le marché de l'emploi». À partir de là, bah, les autorités une institution d'accompagnement des personnes en réinsertion, reconversion justement, prendre contact avec moi et me propose un jeune pour aussi, dans le cadre d'un stage. Et du coup, on a accompagné ce jeune pendant 6 mois. Ça faisait 2 ans qu'il recherchait du travail, donc il était diplômé. Il devrait justement aller bosser sur les chantiers parce qu'il trouvait pas dans son domaine et il est venu à l'heure, travailleur, compétent, simplement peut-être un peu introverti et un accent, comme ça. Simplement, alors quelques semaines plus tard, il a décroché un travail dans le domaine justement à Genève
et puis là, son conseiller m'appelle. Il me dit clairement: «Je pense que votre lettre de recommandation a beaucoup aidé». Et là, c'est vrai que sur le téléphone, il me reste quand même en tête de me dire: «Dans mon garage, on a eu l'idée de lancer un projet. Aujourd'hui, mis à part le fait d'accompagner des clients, de voir qu'on rentre dans ce monde et ça me touche profondément parce que moi-même, je suis une personne qui a dû toujours, demander de l'aide aux autres et de voir aujourd'hui que même en gagnant ma vie, on peut quand même aligner, ces 2 choses et ça me touche énormément et à partir de là, on a commencé à accompagner, quand même pas mal de personnes et je dis souvent que moi, je fais, durant ma formation 2 stages, un stage, chez Nestlé, un stage, dans à l'EPFL en Suisse et où j'étais, ces stages m'ont permis d'évoluer professionnellement, mais aussi de sortir de la vie, d'étudiant, avoir un salaire qui pourrait me permettre déjà de m'aider. À la fin de ce stage, pour, trouver, mon premier emploi, j'ai dû attendre quand même une année et là, j'étais prêt d'aller vers n'importe quelle, start-up, Bah oui, petite structure, je disais avant même pour balayer, servir le café, pour être près des personnes dans mon domaine pour pouvoir garder mon CV à jour. Donc c'est pour mmh, ça, je pense à chaque fois, à ce moment-là, lorsqu'un jeune vient vers moi pour un stage. Donc aujourd'hui, ouvertement, mon, ça fait partie de mon activité et d'ailleurs on a créé, un institut, pour l'accompagnement justement aussi des personnes en reconversion dans le digital qui s'appelle Sway, swei.ch et où on accompagne justement, des personnes, dans le digital. Donc, ouais, voilà. je trouve ça, enfin, on a parlé travail, on a parlé business, mais il y a l'aspect humain aussi, où, en anglais, on parle de give back, dire j'ai reçu de quelqu'un, de la société ou et cetera et bah, maintenant que j'ai réussi, bah, c'est à mon tour de tendre la main à d'autres personnes et je trouve ça, c'est un petit peu émotionnel. J'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais heu, tu vois, moi qui suis né au Burkina Faso, en fait, à partir d'un certain âge, tu vois ça, la personne, en fait, c'est le grand et c'est lui qui va prendre soin des petits, Oui, des jeunes, c'est pas forcément les petits frères ou ça va être les jeunes de la communauté et ils vont être un petit peu, sous son aile, quoi. Il va peut-être les recevoir chez lui pour qu'ils puissent faire des études et cetera et c'est marrant, je te vois vraiment dans cette position, dire: «Bah, voilà, moi, j'ai eu l'opportunité et j'ai travaillé aussi pour, réussir. Bah, maintenant je tends la main à des gens qui, à un moment de leur vie, en ont besoin. tout à Ouais. fait. Bah, écoute, le non, non, c'est en fait, je suis impressionné par ton parcours de en partant de voilà, d'une situation compliquée dans ta jeunesse à quand même une certaine réussite, professionnelle et puis vis-à-vis bah, de la communauté où tu habites, quoi. Chapeau quoi. Là, effectivement, moi, mon point de départ, c'est parler de méthodologie, de process, mais je trouvais très intéressant d'aller au-delà, bah, comme disent les Américains, je trouve ton parcours est inspirant. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci vraiment pour, d'être ici et partager. Bon, en tout cas, merci à nouveau, Isaac. J'étais, ravi de t'écouter tant sur le plan professionnel, que sur le plan, purement humain, c'est j'ai eu de la chance d'avoir sur le podcast. Merci beaucoup Marc. Plaisir. Au revoir. Au revoir.